m'appelle Pascal Plantard, je suis prof à Rennes 2, anthropologue des usages. Je vais vous redonner qu'est-ce que ça veut dire. Mais surtout, on a une licorne en Bretagne. Enfin, on en a plusieurs. Et puis, pas une licorne qui pique. D'abord, on les a inventées, les licornes, dans la forêt de Brocéliande. Alors bon, déjà, hein. Cette licorne, en fait, c'est un groupement d'intérêt scientifique, un réseau qui s'appelle Marsouin, effectivement, qui regroupe 18 labos de sciences humaines et sociales des universités et des grandes écoles bretonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 200 seniors. Donc, un chercheur senior, c'est un chercheur qui a un contrat, qui a une barbe, des choses dans ce registre-là. Bref, c'est les statutaires. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a au moins 200 juniors, les doctorants, les ingénieurs de recherche, etc., et qui vont travailler sur plein de questions numériques émergentes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc en gros, on est le plus gros réseau francophone, et c'est dû au fait que nous avons probablement en Bretagne un dialogue avec nos élus qui est d'une autre nature que dans d'autres régions. Je parcours la France à longueur de temps. Je peux vous dire quand même que des présidents de conseil régional qui acceptent de payer des chercheurs pour raconter que sa politique numérique n'avance pas à la bonne vitesse, fait des exclus, ne couvre pas les territoires ruraux, c'est quand même assez rare, tant c'est devenu aussi un objet de marketing. Et donc on a été créé en 2002, ça veut dire qu'on a 20 ans de recul et qu'on peut dire un nombre de choses sur les questions numériques en société, peut-être en évitant, on va dire, les biais. Démurger est intéressant, mais il a des biais. Et en essayant d'avoir peut-être à la fois un regard critique, mais aussi un regard constructif sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour éviter un certain nombre de choses. Alors pour ça, il faut probablement que je repasse. En 2019, je l'avais fait avant de parler de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle n'a pas attendu ChatGPT pour être là. Elle a 60 ans. Donc voilà. Et c'est vachement important de remonter dans les sources. Tu l'as fait avec le travail. Sur le numérique, il faut le faire. Et je vais commencer par vous donner quelques petites définitions qui sont absolument indispensables. La première définition, on n'a pas le temps de le faire, mais je le fais tout le temps avec des publics en recherche, avec mes étudiants, etc. Qu'est-ce qu'on entend par numérique ? Si je vous demandais, les uns et les autres, qu'est-ce que vous entendez par numérique, vous allez tous me sortir des choses très différentes finalement, qui dépendent de votre parcours, de votre expérience, de votre position sociale, du fait que vous habitez en campagne ou en ville, etc., etc. Je fais ces exercices, par exemple, avec les universités populaires ATD Carmonde, avec des gens en très, très grande difficulté. Et ben, des gens en très, très grande difficulté, la dernière fois que je l'ai fait à Rennes, il y a 2 ans, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas entendu parler de moniteurs, d'unités centrales, de modems. Il y a des gens en grande difficulté qui vont avoir une représentation des technologies qui est figée dans le temps, là où la majorité de la population, on va dire, prend pour argent comptant les significations qui circulent. La dernière, c'est intelligence artificielle. Je suis assez d'accord avec toi. On peut vraiment y résister avec l'intelligence collective. Donc, c'est quoi le numérique ? Je crois que c'est important de le poser. Alors, c'est quoi le numérique ? En fait, c'est une utopie, un cheval de Troie, si on se réfère à la mythologie, un idéal. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'idéologie, qui a 4 pieds et qui est arrivé là par hasard. Ça fait une dizaine d'années qu'on parle du numérique, digital en anglais, et même maintenant, quand on ne sait pas trop comment faire moderne, on dit digitalisation à la place de numérisation, ce qui finalement est assez étonnant. En fait, le terme est présent à la naissance même de l'informatique. Numériser, c'est coder, c'est transformer des phénomènes physiques en phénomènes binaires, donc c'est coder. C'est aussi vieux que l'informatique elle-même, dont, si vous remontez un petit peu, qui va naître dans les années 30 en tant que modèle. Je ne vous parle pas des ordinateurs, mais en tant que modèle, on est dans les années 1930.
Et donc, cette informatique va faire partie de nos piliers du numérique. Il fallait passer par le code, le fameux code ISLO, pour construire ce qui est devenu aujourd'hui quasiment notre respiration des données. C'est ambiant, le numérique, c'est notre grand bain, enfin c'est plus que le grand bain, puisque les marsouins sont carrément dans l'océan. Donc, l'informatique, le code, et vous allez voir que ça rejoint, pour les plus anciens d'entre vous, ça parle beaucoup moins aux plus jeunes, ça rejoint ce qu'on a vécu finalement. Quand on parle de l'informatique, elle n'arrive dans nos mains que dans le courant des années 80. Avant, il y avait d'énormes machines dans d'énormes entreprises. Les années 80, à l'échelle humaine, c'est quand même un clin d'œil, enfin c'est pas grand-chose. Deuxième chose vraiment importante, pourquoi c'est ambiant et pourquoi on avait besoin d'un deuxième pied ou d'un deuxième pilier, c'est l'Internet, le réseau des réseaux. Là encore, repère, dans les années 60, on commence à connecter des grosses machines entre les universités et le Pentagone américain, ça s'appelle ARPANET. Mais surtout, ce qui va arriver, c'est qu'en 92, dans les années 90, on va demander à un monsieur qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui est directeur de recherche du service informatique de l'anneau de particules de Genève, un magnifique équipement public de recherche publique européenne, de traduire les expériences de l'anneau de particules dans toutes les langues et dans toutes les disciplines. Joli challenge. Eh ben, il va inventer l'Internet avec son fameux hypertexte. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais l'Internet que nous avons aujourd'hui a été inventé et libéralisé par les Européens en 1992. Et c'est dans le développement de l'Internet qu'on va avoir finalement ces environnements numériques tout autour de nous. Mais je vous ai parlé de 4 pieds. C'est-à-dire que si on reste sur les technologies et si on reste sur les tuyaux, il y a tout ce qui circule sur les écrans, qui sont sur des technologies alimentées par des tuyaux. Et donc, ce qui circule sur les écrans, c'est plutôt le côté humain, le côté anthropologique qui va être intéressant de regarder. Et ce côté anthropologique, il a 2 manifestations. Une première manifestation, Ballandier appelle ça, un anthropologue français qui a travaillé là-dessus il y a déjà longtemps, il appelle ça les techno-imaginaires. Moi, j'ai choisi le terme de cyberculture parce que ça parle, parce qu'il y a un auteur américain en 84, l'année d'Orwell, qui a publié un roman cyberpunk. Oui, je suis un peu prof punk à Rennes 2, donc vous voyez, c'est un côté comme ça, qui s'appelle Neuromancer. Et puis regardez le cinéma. Moi, quand j'étais ado, on s'échangeait des bandes dessinées en noir et blanc, de très mauvaise qualité. Quand ça passait entre 3 ou 4 mains, ça commençait à se défaire. Je suis juste en train de vous parler des DC Comics et des Marvel. On est à 66% de la production hollywoodienne qui vient de là, aujourd'hui. Elle était totalement underground dans les années 70, et même début des années 80. Donc vous voyez, cette espèce de culture, elle a été traversée par les musiciens, elle a été traversée par les vidéastes, par le vidéo art, par tout un tas de gens, jusqu'à être finalement récupérée, mis en forme par les intérêts industriels que tu as mis en avant, et contre lesquels finalement on peut lutter. Alors je pense que c'est aussi important de rééquilibrer, on va dire. Certes, les grandes peurs et les craintes sont là, mais on aurait peut-être intérêt à faire un peu plus attention aux tsunamis écologiques qui sont en train de nous tomber dessus les uns après les autres, que d'imaginer qu'on va avoir un tsunami de l'intelligence artificielle. Parce qu'en face, finalement, il y a un dernier pied, et ce pied est fondamentalement humain, c'est celui des usages. Alors, qu'est-ce que c'est que les usages? Comment on différencie usage et pratique? Eh bien, les usages, les pratiques, c'est individuel. En tant que chercheur, c'est ce qui va me servir de matériel de recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens pratiquent, comment les gens parlent de leurs pratiques, d'où vient leur pratique, comment ils échangent leurs pratiques en expérience, etc. Et puis petit à petit, je vais me rendre compte, en passant par les sciences humaines et sociales, notamment sociologie et anthropologie, que ces pratiques, elles se
socialise, elle s'installe en usage. Et donc, qu'est-ce que c'est que les usages? Contrairement à ce qu'on pensait dans les années 90, qu'il y aurait un monde virtuel d'un côté et puis un monde réel de l'autre, ce ne sont rien d'autre que des normes sociales d'usage. Ça veut dire que c'est dommage que les plus jeunes soient partis parce que, en général, ça les surprend. Ça veut dire que ce qu'ils vivent finalement sur les réseaux sociaux, ce qu'ils vivent dans leur rapport aux écrans, a des racines dans nos propres pratiques, parents et grands-parents, sauf qu'elles sont démultipliées. Elles passent sur d'autres médias et elles sont surtout l'objet de ce que Dominique Pasquier, ma collègue sociologue, appelait la tyrannie de la majorité. Elles sont surtout l'objet de la socialisation adolescente. Et donc, on ne peut pas réfléchir aujourd'hui à la socialisation adolescente, y compris dans l'apprentissage de la natation, sans réfléchir à qu'est-ce qu'ils font avec les réseaux sociaux et comment finalement se socialisent-ils avec les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on comprenne que les usages sont des normes sociales d'usage. Et la suite, je vais vous parler des éloignés du numérique. Donc, je ne vais pas vous parler des connectés et des déconnectés. Je vais vous parler de ceux pour qui ces normes sociales d'usage sont compliquées. Alors, juste une petite... c'est pas une anecdote, c'est une recherche. Il y a un collègue, maintenant, puisqu'il est devenu maître de conf à Lannion, donc en Côte-d'Armor, qui étudiait, il y a une douzaine d'années, qui a fait une grosse enquête, soutenue par nous, sur les collégiens des Côtes-d'Armor, sur les pratiques numériques des collégiens des Côtes-d'Armor. Et il a suivi, si mes souvenirs sont bons, ça devait être 4500 blogs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les blogs, Skyblog, la blogosphère, le web 2.0, quand on se remet dans le vocabulaire de l'époque, le même vocabulaire que pour ChatGPT et pour l'intelligence artificielle. Hein. C'était l'avenir, ça allait tout envahir. Qu'est-ce qu'on a pu observer? On a pu observer plusieurs choses. L'arrivée des jeunes filles, des collégiennes, qui étaient super intéressées par la dimension écriture, journal plus ou moins intime sur le monde des blogs. Il y a même certaines qui ont commencé à avouer qu'elles jouaient. Parce que finalement, les filles jouent aux jeux vidéo depuis longtemps, mais le fait qu'elles puissent le dire, c'est beaucoup plus récent que le fait qu'elles jouent. C'est clair ce que je vous dis? Vous voyez qu'on est dans des phénomènes sociaux qui sont des phénomènes vraiment profonds. Qu'est-ce qu'on a découvert? Je ne vais pas vous faire la description totale, mais on a découvert que, par exemple, les petits musiciens des Côtes-d'Armor regardaient les étudiants musiciens de Rennes 2, qui eux-mêmes regardaient les musiciens qui arrivaient au Transmusical, et que tout ce beau monde allait se retrouver sur MySpace. Ça doit presque rien vous dire, sauf que toi, ça doit te dire quelque chose. Ça a été le réseau social des musiciens pendant toute la première décennie 2000. Même chose pour les photographes avec Flickr, etc., etc. Ce que je suis en train de vous raconter, ça se passe juste avant l'histoire Zuckerberg. Juste avant. Ça veut dire que les Côtes-d'Armor ont inventé... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux vous dire, c'est que la pratique de Facebook était présente dans les pratiques adolescentes de cette période-là. Vous rajoutez l'explosion des SMS, vous rajoutez l'explosion de la messagerie instantanée, et vous vous retrouvez avec les fonctionnalités de Facebook et le mur de Facebook. Je suis donc aussi en train de vous raconter que quand ça va se développer aux États-Unis, ça ne va pas être dans l'université et ce n'est pas pour les étudiants avec lesquels Zuckerberg, que les étudiants que Zuckerberg côtoyait, parce que je vous rappelle quand même que l'idée de base de Zuckerberg, c'était de mettre des photos d'étudiantes en donnant la possibilité aux étudiants de les noter et de mettre des commentaires graveleux dessous. Depuis MeToo, c'est déjà des trucs qui passent beaucoup, beaucoup moins bien. En fait, il s'est fait complètement dépasser par l'explosion de son modèle. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté des usagers, en fait? C'est que l'offre technique, nous on dit jamais technique, elle est jamais technique, elle est toujours socio-technique. Les industriels de Nintendo évaluent à 4% les brevets qu'ils ont déposés pour leurs jeux vidéo. Il y a 4% qui arrivent dans nos mains, ça veut dire qu'il y a 96% qui restent dans les armoires tout le temps. C'est
l'offre sociale, c'est l'attente sociale qui fait qu'on va intégrer ces technologies. L'exemple de Facebook est vraiment très parlant parce qu'on a une belle recherche bretonne dessus et qu'on est capable de dire ben voilà ce que faisaient les jeunes à ce moment-là et voilà comment ça va se développer. Ce qui explique pourquoi c'est un crétin. Parce que si Desmurger parle de la fabrique des crétins digitaux, il va peut-être falloir aussi réfléchir à c'est quoi l'intelligence des gens de la Silicon Valley. Parce que si c'est strictement et uniquement nous capter nos données et compagnie, ça a une origine aussi. C'est-à-dire que c'est pas un génie. Je sais pas, quand on parle de Bill Gates ou de Steve Jobs, on parle d'autre chose que quand on parle de Zuckerberg ou d'Elon Musk. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui a fait une rupture et qui a rendu finalement ces opportunistes ultra puissants tels que tu l'as décrit tout à l'heure. Donc ça, c'était la petite intro, juste pour qu'on soit d'accord sur de quoi on va parler, puisque la question de la fracture numérique est vraiment liée à cette approche un peu plus fine, un peu plus sensible des technologies numériques. La première fois, enfin, l'avantage quand on fait de l'anthropologie du numérique, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre des pelles et puis de creuser la Terre, il suffit de creuser l'Internet et on trouve. Donc la première fois qu'on entend parler de la fracture numérique, Digital Divide en anglais, c'est dans un discours prononcé par le président des États-Unis de l'époque qui s'appelle Bill Clinton le 10 octobre 1996, où il dit on ne peut pas laisser une partie de nos enfants de l'autre côté de la fracture numérique. 92, libéralisation du web inventée par les Européens. 96, le discours de Clinton. On n'a pas de chiffres précis sur le taux d'équipement et de connexion des Américains à ce moment-là, mais en 96, ils sont probablement moins de 0,5%. On a des chiffres, puisque les Français, finalement, ont pas mal ont une place à jouer dans l'histoire du numérique, ont encore une place aujourd'hui. C'est les chiffres du fameux baromètre numérique, je ne sais pas si vous le connaissez. Tous les ans, nos collègues du CREDOC, au départ, c'était l'enquête de consommation des Français, des biens et services. Et donc, il y a eu un volet numérique depuis 1998. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 1998, en France, on était largement au-dessus des États-Unis. Il n'y a que 4% de la population qui est équipée connectée. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter ? Je suis en train de vous raconter qu'un président des États-Unis nous raconte qu'il faut lutter contre une fracture numérique qui touche moins de 0,5, enfin, qui touche 99,5% de sa population. Il est en train de faire ce qu'on appelle du marketing, en fait. Je vous rappelle qu'en 1996, Amazon n'existait pas, Google n'existait pas, Facebook n'existait pas. Il y avait deux constructeurs qui se battaient en duel, Apple et Microsoft. Mais c'est ces discours-là qui ont fait que petit à petit, on s'est retrouvé avec des intérêts géopolitiques. Donc là, on est dans ce que nous, on appelle les imaginaires. Sauf que ces imaginaires, vous savez bien que le cinéma américain ne sert pas uniquement à nous divertir, il sert aussi, depuis sa création, à diffuser l'American Way of Life. Lorsque on assemble Marvel, les DC Comics, la puissance de feu de la télévision américaine, de Hollywood, avec des supports numériques du type des nôtres, se déverse sur nos écrans une nouvelle forme d'impérialisme culturel qui est quand même très, très, très complexe. Et dès qu'on voyage un peu, ce qui est mon cas, on se rend compte que c'est pas simple pour tout un tas de gens dans tout un tas de pays que de prendre de la distance avec, pour vous donner un ordre d'idée, la protection des données personnelles est un sujet européen et quasiment strictement européen. Donc le prosélytisme là-dedans, c'est de se battre pour faire passer nos législations, mais dès que vous sortez du continent, tu as pris l'exemple des Chinois, Poutine et les Russes, etc., etc. Enfin, on est quand même dans un environnement où la France et l'Europe a un vrai rôle à jouer là-dessus, parce qu'évidemment, dans tous ces pays, toutes les forces vives démocratiques attendent que ça.
Mais vous voyez bien que c'est vraiment pas simple du tout. Ce qui donne finalement une grande difficulté. J'avais publié un bouquin il y a 12 ans maintenant, en 2011, qui s'appelait « Pour en finir avec la fracture numérique ». L'idée, c'était pas d'éradiquer... nos moyens sont limités à l'université quand même. C'était pas d'éradiquer les inégalités numériques, c'était d'en finir avec cette notion qui est complètement clivée et qui est complètement binaire en fait. Alors elle vient d'où ? Elle vient du fait que on a eu besoin, pour mesurer la pénétration de l'Internet dans les années 2000, d'une définition commune pour savoir, en gros, qui avait les plus gros muscles et qui était le plus rapide dans la diffusion d'Internet. Cette définition, c'est s'être connecté à Internet dans les 2 derniers mois. Vous voyez bien que quand on est dans des taux de pénétration d'une technologie à 2 chiffres, ce qui va être le cas des années 2000, ça a du sens. Quand on a dépassé les 80% d'équipés connectés, il y a maintenant 3 ans pour nous et 7 ans pour le pays le plus équipé connecté du monde, qui est la Corée du Sud, ça ne se pose plus du tout de la même manière, d'autant que les chiffres de la Corée du Sud, on a les retours depuis, c'est 81% l'année suivante, puis ça redescend à 80%, puis ça redescend à 79%. On se retrouve en fait avec un socle de non-usagers. L'Internet total à 100%, c'est un fantasme de la Silicon Valley, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours des non-usagers, même dans les pays les plus développés. Je vous ai dit 80%, c'est pas 80%, c'est 90%. On est sur un socle de 10%. Donc on s'est retrouvé à essayer de travailler la notion et on s'est rendu compte, on est avant le confinement, que les différentes études qui proposaient de mesurer cette fracture numérique allaient de 5 à 18 millions d'exclus du numérique. Alors vous voyez quand même que l'empan est gigantesque. 5 millions, c'était le début de la dématérialisation et c'était les chiffres du défenseur des droits qui extrapolaient l'augmentation du non-recours aux droits. C'est clair ce que je vous dis ? C'est-à-dire que les gens qui passent par le numérique et qui sont plus capables de passer par le numérique et qui saisissent les défenseurs des droits, etc. Donc on arrive, c'est une petite fenêtre et on regarde ça avec cette petite fenêtre-là et on arrive finalement à 5 millions. Les 18 millions, c'est cette idée saugrenue qui a eu à un moment donné l'INSEE de considérer que finalement, il suffisait de mesurer ceux qui savaient lire et écrire le numérique. Vous avez tous entendu parler de cette notion d'électronisme ? Ça vous dit, bon, c'est le glissement sémantique entre illettrisme et électronisme. Mais même du côté de l'illettrisme, les travaux sont plus pointus que ça. Enfin, il y a la question des allophones, il y a la question des gens qui ont perdu la lecture, l'usage social de la lecture. Et dès qu'on parle de lire et d'écrire le numérique, mais de quoi parle-t-on ? Est-ce que c'est sur les smartphones ? Est-ce que c'est pour les loisirs ? Est-ce que ça comprend l'ordinateur, etc. Et eux, ils étaient arrivés au chiffre de 18 millions. Donc vous voyez qu'on arrive à un empan quand même général. En gros, ils avaient fini par faire une enquête sur ceux qui étaient gênés avec les technologies numériques. Elle a du sens, je ne dis pas le contraire. Mais on voit bien que la définition est compliquée. Et donc, nous, on avait monté un gros programme de recherche qui s'appelait Capacity, qui a tenté de mesurer le pouvoir d'agir des citoyens avec les technologies numériques. Et c'est ce chiffre-là que Majid Majoubi a saisi quand il était secrétaire d'État, qui a décrit les fameux 13 millions, d'où le titre de la conférence, pour en finir avec les 13 millions. Alors, ça a du sens en 2019, sauf que lutter politiquement contre la fracture numérique en considérant qu'il faut faire baisser les 13 millions, ça pose plusieurs écueils. Le premier écueil, c'est que les technologies n'attendent pas qu'on stabilise nos définitions pour bouger. En 2019, les algorithmes addictifs des réseaux sociaux, des plateformes vidéo, des plateformes de vente en ligne, etc., n'étaient pas arrivés. On n'avait pas eu le Covid et l'explosion du télétravail, de la visio, etc., etc.,
On n'avait pas eu l'arrivée de ChatGPT, on n'avait pas eu la guerre en Ukraine. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que de toute façon, poursuivre un chiffre immuable, comme le font les politiques très souvent, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas parce que les exclusions numériques sont beaucoup plus complexes que ça et contextuelles à la fois vis-à-vis de l'expérience de la population vis-à-vis des technologies numériques, mais aussi vis-à-vis de ces technologies-là qui n'arrêtent pas d'évoluer et d'être de plus en plus, et là je suis vraiment d'accord avec toi, d'être de plus en plus envahissantes, addictives, enfin, etc., etc. Aujourd'hui, pour vous donner vraiment les derniers chiffres, on va considérer que dans l'ancienne définition, il y a quasiment 92% d'internautes en France. Les chiffres bretons sont quasiment les mêmes. Hein, on est à un poème près. Dans l'ancienne définition. Sauf qu'on a retravaillé nos définitions et on a retravaillé nos stats. Et on s'est rendu compte que le rapport aux normes sociales d'usage était probablement le facteur qui allait nous permettre de déconstruire cette catégorie des éloignés du numérique. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait à l'échelle internationale, c'est que les 3 usages principaux des technologies numériques, les autres étant vraiment en décrochage derrière, c'est la recherche d'informations sur Internet. Tout le monde va penser Google, sauf que ça intègre aussi Wikipédia. Et qu'il y a, je vous invite tous à donner un petit peu de sous à Wikipédia. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Et il faut vraiment continuer à soutenir le projet. Donc la recherche d'informations sur Internet, pour reprendre mes vieilles références scientifico, Star Warsiennes, c'est vraiment, il y a le côté lumineux de la force, la recherche d'informations sur Internet. Il y a 15 ans, quand on présentait Wikipédia aux enseignants, ils grimpaient dans les murs. Aujourd'hui, ils apprennent à faire des articles Wikipédia référencés. Voilà. Quand vous demandez à ChatGPT, c'est quoi l'anthropologie des usages, ChatGPT vous cite Pascal Plantard dans le texte. Je me reconnais bien. La chose qu'il oublie, comme tous les GAFA, c'est de citer Pascal Plantard. Hein, c'est l'anthropologie des usages sans moi. Bon, je veux bien, mais bon. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en fait, en regardant de plus près, on se rend compte qu'elles sont multiples, ces inégalités, et les éloignements sont multiples. Donc premier usage, la recherche d'informations sur Internet. Deuxième usage, les réseaux sociaux numériques. Et troisième usage, très très résistant, puisqu'il a été inventé en 1971, le courrier électronique, qui est encore très présent. Vous voyez bien, quand je décris ces 3 usages généraux, vous voyez assez vite du profilage. Hein. Tout le monde partage la recherche d'informations sur Internet, sauf que l'usage des réseaux sociaux va concerner les plus jeunes générations, là où le mail est très installé chez les adultes qui ont utilisé les technologies, qui ont appris les technologies dans le milieu professionnel. Ce qui veut dire que quand on mesure ça et qu'on décline ça, est-ce que vous êtes connecté dans la journée, est-ce que vous êtes connecté dans la semaine, est-ce que vous êtes connecté dans le mois, on arrive quand même à baisser de 92% à 68%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui finalement sont des usagers de l'Internet qu'on ne voyait pas avant et qui vont avoir, en fonction de ce qu'ils pratiquent, vont avoir quand même des difficultés à utiliser un certain type de technologie. Pour arriver à 100%, on va compléter ça avec ce qu'on va appeler les usagers distants. C'est ceux dont tu parlais tout à l'heure de la dématérialisation. Ils sont quand même quasiment 23%, 22,9%. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors nous, on a fait un calcul, on est en train de faire ce qu'on appelle des portraits d'inclusion dans les territoires. Entre la sollicitation d'une famille très aisée du centre-ville, parents cadres, etc., qui en gros déclare ses impôts, paye une amende de temps en temps si monsieur ou madame roule trop vite,
Et puis, une situation en Centre-Bretagne, dans le bas du département. Monsieur est travailleur handicapé. Il veut faire valoir ses droits à la retraite. Madame est en situation de demandeur d'emploi de longue durée. Ils ont 3 enfants, un certain nombre de prises en charge médicales, etc. Le facteur, c'est quand même 22. Ça veut dire qu'entre les gens qui sont à l'aise avec les technologies, les sollicitations administratives, quand il y a une sollicitation administrative, pour les gens qui sont en difficulté, c'est multiplié par 22. Donc en fait, nous, ça renvoie en fait à une définition finalement des éloignés du numérique en 3 catégories. Il y a les déconnexions volontaires et involontaires, qui sont l'ancienne vision de ces gens qui ne sont pas connectés, mais qu'il faut aller fouiller, parce que en Centre-Bretagne, et ça ne va pas s'améliorer, puisqu'on est en train de démonter les routeurs 512 qui fonctionnaient encore, les routeurs 512 des années 2000, là où la fibre n'est pas encore arrivée, dans les zones rurales isolées. Il y a encore un déficit de zones blanches qui est remarquable, hein. C'est pas un petit phénomène. Donc il faut séparer les déconnexions involontaires, qui sont celles qui sont liées au fait que votre environnement ne vous permet pas de vous connecter. Comme par hasard, dans les zones qui sont déconnectées, c'est aussi les zones où la 4G passe pas. Enfin bref, on est en général dans le cumul des zones rurales isolées. Mais il faut aussi prendre en compte la question des déconnexions volontaires, hein. Commence à circuler très sérieusement chez les jeunes et les moins jeunes, cette idée que le numérique c'est le mal, qu'on n'en veut plus, etc. On commence à avoir des étudiants qui disent ça. Il y a les mêmes étudiants qui disent complètement le contraire et qui sont dans les mêmes mouvements. On est en gros chez des mouvements un peu radicaux de type zadiste, voilà, écolo, très, 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 très militants. Sauf qu'ils font aussi partie d'une lame de fond où circulent, on avait étudié le rapport au numérique des Gilets jaunes, des revendications numériques de déconnexion professionnelle, soutenues par un certain nombre de syndicats. Donc, il y a la question de la déconnexion volontaire qui se pose aussi, et honnêtement, si on doit accompagner des gens pour augmenter leur pouvoir d'agir ou leur santé, pour soutenir leur éducation, etc., je ne pense pas que l'effort public ait besoin de se mettre sur des gens qui ont décidé de ne pas y aller. Enfin, on est dans un pays de liberté, les déconnectés volontaires, c'est leur problème. C'est pas un problème, comment dire, social ou politique. Première catégorie, déconnexion volontaire et involontaire. Deuxième catégorie, pauvreté, précarité. Et plutôt marquée par, on va dire, les difficultés sociales, très, très fortement marquées par les difficultés sociales. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui ont eu des expériences numériques et qui se retrouvent après des accidents de vie à ne plus du tout avoir d'expérience numérique. On pense typiquement aux gens sans domicile fixe et les médiateurs numériques. Alors, je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Les médiateurs numériques, dont le boulot, c'est quand même d'accompagner à la réappropriation, trouvent souvent ces situations-là où finalement le numérique est devenu totalement secondaire, voire même a été rejeté parce que dans certaines entreprises, on a pris le prétexte du numérique pour licencier des gens. Ça a créé des histoires de vie très, très négatives, etc. Donc, on a pauvreté, précarité qui est vraiment en mouvement. Et puis, on a un troisième phénomène qui est un phénomène vraiment, vraiment important, qui est la question des déterminants, on va dire, dans le rapport au savoir. Donc, chez les éloignés du numérique, tels que je vous les ai définis, il y a énormément de gens qui ont eu des parcours scolaires difficiles, qui sont sans diplôme ou avec les premiers diplômes. Et c'est bien tout. Alors, quand je dis « et c'est bien tout », ça devrait vous surprendre, en fait. Parce que l'explication des années 2000 de la fracture numérique, c'était oui, les pauvres, oui, les personnes handicapées, et puis la troisième catégorie, c'était les anciens. Or, les anciens ont aujourd'hui, une grande partie d'entre eux, ceux qui arrivent en retraite, ont côtoyé le numérique dans leur passé professionnel. Ils ont eu des expériences numériques et on voit en fait que
le fait de justifier la fracture numérique par la question de l'âge, là encore, on est sur un imaginaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la question de l'âge, c'est la question de l'expérience numérique. Et donc, comme les jeunes, les anciens ne se valent pas, en fait. Bien que ma collègue Dominique Pasquier a fait un travail très intéressant d'ethnographie, donc d'observation de personnes en situation dans des territoires d'entretien, etc. En Basse-Normandie, elle a publié un bouquin qui s'appelle « L'Internet des familles modestes », que je te conseille vraiment, c'est une super lecture. Qu'est-ce qu'elle... Alors, le public visé par Dominique Pasquier, c'était, on va dire, c'était pas les populations pauvreté, précarité, mais c'était les petits salaires. Donc, dedans, on avait les ouvriers agricoles, on a les employés municipaux, on a les assistantes maternelles. Vous voyez, on est sur des métiers qui se caractérisent par des salaires qui sont au SMIC ou pas très loin. Et on est vraiment dans ce qu'on va qualifier de famille populaire, même si la difficulté demeure de regarder les familles populaires. Des choses attendues. Je vous lis des brèves du bouquin. Donc, c'est des comptes rendus d'entretien. Dans les services en ligne, les administrations de la République sont lamentables. La dématérialisation de l'administration est inhumaine et brutale. Pour eux, le mail est un instrument de torture, et d'autant plus qu'il est l'outil de l'injonction administrative. Donc, clairement, la dématérialisation administrative, slogan de campagne d'Emmanuel Macron, première version qui serait totale en 2022. Je vous rassure tout de suite, on est bientôt en 2024, elle n'est absolument pas totale et elle provoque un effet de saturation et de rejet qui est très importante pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a dématérialisé une administration qui était déjà un peu en difficulté préalablement, puisque on ne va pas parler de la dématérialisation administrative, il faut parler des dématérialisations administratives. D'après nos collègues ergonomes des technologies, puisqu'on est en pluridisciplinaire avec Marsouin, le meilleur site administratif français, c'est lequel pour vous ? Les impôts. Mais je sais pourquoi vous ne dites pas ça, parce que vous n'aimez pas ça. Mais clairement. Les impôts, ils ont mis le paquet. Je vous signale que les impôts est l'une des rares administrations où vous pouvez encore avoir quelqu'un au téléphone. Quand même. Donc, ils n'ont pas fait une dématérialisation coordonnée générale. Ils ont fait des dématérialisations. Et puis, comme il n'y a plus de sous pour les préfectures, et puis que les préfectures, elles s'occupent des cartes grises et des migrants, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de refaire votre carte grise ces dernières années, ou mieux de refaire faire ses papiers pendant le confinement. Un vrai bonheur. C'est des mois d'attente et c'est kafkaïen. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de c'est très très compliqué de réussir. C'est presque aussi difficile que le mot de passe perdu d'un smartphone. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça crée dans les familles populaires qui sont déjà très en distance avec l'administration. Mais pourquoi elles sont très en distance avec l'administration ? Parce qu'elles sont très en distance avec le modèle scolaire initialement. Et donc, administration et scolaire, il y a quelque chose qui s'imbrique de manière très très forte. Et quand les absences des enfants sont notifiées par Pronote à des familles populaires, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc, il y a des prises... Depuis qu'on est un certain nombre à avoir monté des alertes, il y a des contre-feux, mais le phénomène est là. C'est-à-dire que globalement, la dématérialisation administrative est loin d'être au bout et va falloir bosser, d'où la création des conseillers numériques France Service, d'où tout un tas de dispositifs qui se mettent en place pour combler, en fait, puisque dans les administrations, il y a même la Poste qui est venue nous demander si on ne pouvait pas transformer les postiers en médiateurs numériques. Je dis, mais ils ne faisaient pas déjà ça un peu avant ? Enfin, pas médiateur numérique, mais médiateur. Donc, on est vraiment sur des transformations profondes. Sur d'autres phénomènes, elle a pointé des choses qu'on a repris, nous, depuis, et que je trouve vraiment intéressant. La première chose, c'est l'échelle. Il y a une sociologie des réseaux sociaux.
Aujourd'hui, on va dire globalement, Facebook est plutôt utilisé par les adultes. On va dire WhatsApp est en train de s'installer sur le créneau de Facebook à l'intérieur de cercles plutôt familiaux. On voit que globalement, Instagram et Snapchat ont envahi collèges et lycées depuis déjà plusieurs années, et que TikTok est en train de bouffer des parts de marché à tout le monde, puisqu'ils ont ciblé les tout petits. Je vous rappelle que TikTok, c'est quand même le dérivé d'un truc presque inoffensif qui s'appelait Musical.ly, qui était un brevet anglais, qui a été racheté par les Chinois. Donc quand on sait comment les Chinois gèrent les données de la planète entière, je vous rappelle que les jeunes Chinois n'ont pas le droit d'être sur... les jeunes Chinois n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux avant 18 ans, et quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur les réseaux sociaux officiels des Chinois. Donc il n'y a pas de TikTok chinois. Il y a une version chinoise des TikTok directement reliée aux agences de renseignement dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça fait quand même un petit peu peur, d'autant que TikTok a une espèce de sociologie qui a grimpé. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des plus vieux tourner autour de TikTok, dans des environnements culturels qui sont très contrastés, en fait. Et ce contraste, c'est le fait que finalement le mirage de l'internationalisation ne touche pas les classes populaires. Elles ne vont pas s'intéresser à... Bon, là, avec la guerre, peut-être un peu plus, avec l'écologie, peut-être un peu plus, mais initialement, ce qui se passe à San Francisco, etc., ça ne les intéresse pas. Ils utilisent les réseaux sociaux pour organiser les fêtes de famille. Quand ils sont bénévoles dans les clubs de sport ou les clubs culturels de leur village, ils utilisent ça, mais on voit bien que c'est une sociabilité d'adultes qui est à l'intérieur du territoire. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, puisque ça rejoint un deuxième constat, c'est l'Internet comme une seconde école. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ça, mais il y a un autre miracle que Wikipédia. Cet autre miracle, c'est YouTube. YouTube, qui était un site de partage vidéo au départ. Alors, même s'il appartient aux Américains, il n'empêche qu'il y a eu une forme de détournement de YouTube. Et ces détournements de YouTube, c'est tous les tutos qu'on peut voir. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, réparer son radiateur, replanter des trucs, faire une tarte, etc., etc. Et ça, c'est très, très investi par les classes populaires. Et donc, dans les contre-feux, il faut probablement qu'on s'intéresse beaucoup plus à ce que font véritablement les gens. Ce que je viens de vous raconter sur les classes populaires, on peut absolument l'appliquer aux jeunes. On n'a pas arrêté de parler des digital divide, là, de la fracture numérique. Il y a un autre imaginaire dont il faut vraiment se méfier, c'est les digital natives. Quand on regarde ce que font les jeunes avec les technologies numériques, il y a autant de différences d'usage entre eux qu'entre les générations. Tous les enseignants, notamment cités des métiers techniques, etc., racontent qu'ils ont beau être scotchés H24 sur leur smartphone, vous les mettez dans un environnement de travail, vous leur demandez d'utiliser de la bureautique, vous leur donnez des fonctionnalités un peu techniques, ils sont largués. J'ai un de mes doctorants qui a fait une thèse sur les SECPA à Brest. Les gamins disent « mon smartphone, il n'a pas l'Internet ». Ils sont sur les réseaux sociaux. C'est la représentation de l'Internet qu'ils n'ont pas. Ils ont l'Internet, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Donc vous voyez, on est en train de créer des inégalités culturelles terribles à l'intérieur même d'une génération qui serait censée être très à l'aise. On s'est rendu compte que cette représentation de la jeunesse était une représentation d'adultes. Ça a été inventé par un journaliste américain qui s'appelle Mark Prensky dans les années 2000, et que ça nous a bien servi à déserter l'éducation. Qui s'occupe, à part Tisseron, avec son 3, 7, 9, 12, là, il y a déjà une petite quinzaine d'années, à part Serge Tisseron, qui s'est occupé de nous rappeler de nos devoirs de parents vis-à-vis... ta métaphore de la piscine est absolument parfaite. On les laisse tout seuls apprendre à nager dans une piscine dans laquelle les GAFA jettent des piranhas. Clairement, c'est ça qui se passe. Et donc, dans les pistes de sortie, il y a clairement la question de lutter contre les algorithmes. On appelle ça les usages problématiques de l'Internet. Les algorithmes addictifs qui font que tu vas bouffer des séries, acheter des jupes, attendre le fameux FOMO,
le signal, ça veut dire fear of missing out, ça veut dire je ne veux pas être en dehors du groupe de copains ou de copines. Donc on attend que le téléphone bip à longueur de temps. Ça nécessite une charge mentale terrible qui met de côté la socialisation, le plaisir, l'apprentissage, etc., etc. Et donc, ça c'était le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est qu'il faut accompagner tous les professionnels du social et de l'éducation à lutter contre ça et accompagner les personnes en situation difficile et les gamins vers une autre forme de numérique qui est finalement, on n'a pas besoin du numérique partout. Et une société numérique paisible, c'est une société où on a le choix on n'est pas dans l'injonction permanente, mais on a le choix de faire ça. Assez étonnamment, quand on fait des études, on se rend compte que plus le niveau d'expérience, plus les expériences numériques sont multiples, plus les gens prennent de la distance avec. Et à un moment donné, il peut y avoir une bascule vers les enfants en disant là, on va quand même installer un contrôle parental, et puis on va commencer à se dire il y en a marre, machin. Tiens, les logiciels libres, c'est compliqué, mais on va peut-être aller vers les logiciels libres. Je ne suis pas en train de vous dire il faut tout changer d'un coup, mais ça passe par une prise de conscience, et cette prise de conscience, c'est le numérique choisi. Hein, c'était l'objet du petit article dans Ouest France, qu'a publié il y a 15 jours. Et je vais finir là-dessus. Voilà. Merci pour votre attention.